Je vous remercie d'être encore présents si nombreux pour un vendredi soir quand même. C'est quand même très appréciable. Alors, cette séquence conclusive, nous avons un parterre de personnes un peu témoins de ce qui s'est passé pendant ces 2 jours de conférences assez intenses, même s'il y a eu du chevauchement, même si on n'a pas pu assister à toutes les conférences. Le but de cette discussion assez libre est de pouvoir échanger sur les apports, sur la perception que peuvent avoir les différents acteurs de ces aspects économiques et des apports de la conception universelle à la notion. Alors tout d'abord, je vais quand même rapidement présenter le parterre d'intervenants que nous avons ici. Donc sur la droite, nous avons Valérie Fletcher de Institute for Human Centered Design de Boston, qui est accompagné de Marcus Weisen qui fera la traduction en direct des propos, des propos qu'elle pourra tenir. Marcus ayant la chance de parler anglais, italien, français, espagnol, etc. Donc il nous est d'un grand secours dans ce type d'introduction. À ma droite, Francesca Ragal qui parle, je crois, tout autant de nombre de langues, mais qui va être occupée aussi, qui parle 6 langues et qui j'ai demandé d'être aussi grand témoin au nom de la Design for All Foundation que vous connaissez sans doute tous. Marie Proscoletta également, à ma gauche, qu'on ne présente plus, notre déléguée ministérielle à l'accessibilité et qui nous a fait l'honneur d'être présente tout au long du salon et qui a beaucoup soutenu le salon et je la remercie beaucoup, encore une fois. Et enfin, sur la gauche, un témoin très attentif de l'ensemble des échanges et quelqu'un qui est capital aussi sur l'ensemble du paysage de l'accessibilité et de la conception universelle. Nicolas Méry, qui est conseiller national de l'Association des paralysés de France sur les questions donc d'accessibilité et de conception universelle. Et ma première question vient à Nicolas, qui a été le témoin silencieux de l'ensemble d'un certain nombre de conférences. Pas toujours silencieux. Pas toujours silencieux, je ne savais pas. Et Nicolas, j'ai envie de te demander de me brosser un peu un tableau et de me donner ta perception de l'ensemble de ces conférences. Oui, merci. Bonjour à chacun. Tout d'abord, je voudrais vraiment adresser des remerciements aux organisateurs du salon, parce qu'il est vrai que c'est le second qui vient 1 mois et demi après le colloque organisé sur la conception universelle par l'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui me frappe en premier lieu, c'est la diversité des participants, et je trouve que c'est riche d'enseignements par rapport au colloque habituel qu'on organise en termes d'accessibilité. Et ça, c'est une première excellente nouvelle, parce qu'habituellement, qui disait accessibilité, disait secteur handicap, et donc on était plus ou moins, je dirais, dans un entre-soi. Là, ce qui est très, très appréciable, une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a des architectes, des designers, des ergonomes, des ergothérapeutes, des industriels, des universitaires, et je pense que c'est une excellente nouvelle en ce qui concerne la diffusion de ce nouveau principe qui est la conception universelle. Et justement, peut-être qu'il faut en tirer cet enseignement-là par rapport à la portée même du terme conception universelle. N'y a-t-il pas une portée plus heuristique qui apporte beaucoup plus pour faire comprendre l'objectif qui doit être l'atteinte d'une société véritablement inclusive? Donc si on entend par là, par société inclusive, une société d'agir pour un vivre ensemble, qui mettent tout à chacun dans les meilleures conditions pour son propre épanouissement. Et ça, c'est un changement quand même de paradigme. Et a priori, on aurait plus de facilité à faire comprendre l'objectif en utilisant le terme, mais c'est un élément du débat, pour qu'on débatte. A priori, on se ferait mieux comprendre avec le terme conception universelle qu'avec le terme accessibilité, qui était très fortement ancré vis-à-vis du handicap, alors que, bien évidemment, notre objectif est de dépasser stricto sensus, uniquement la déficience. Même si, évidemment, c'est une nécessité pour les personnes vivant avec une déficience, mais comme on le sait, avec le vieillissement démographique, cette importance fondamentale dont parlait justement Valérie Fletcher, évidemment, ça va être une nécessité pour les uns, un confort pour les autres, et de gré ou de force, on va être obligé d'y arriver. Alors, ce qu'il faut souhaiter maintenant, parce que je dirais que peut-être qu'on va essayer de tracer des perspectives aussi, c'est que
N'y a-t-il pas à espérer à ce que ce principe-là de la conception universelle puisse avoir la même portée que le versant écologique et tout ce qui sont les labels bio en termes de développement durable, qui est effectivement le même succès, parce qu'il y a encore 5 ans, celui qui triait ses déchets était vu quand même comme un marginal ou un extraterrestre. Maintenant, c'est celui qui ne fait pas, qui est vécu comme tel. Donc il y a bien eu un changement des mentalités. Il y a une attente des consommateurs. Les industriels développent désormais des produits. Alors évidemment, il y a le phénomène du greenwashing, mais quand même, ça illustre. Après, évidemment, on peut partir dans la technicité et mettre en question la qualité, je dirais, des produits écologiques et bio, etc. Mais du moins, il y a quand même un changement fondamental dans l'attente des consommateurs et des industriels. Et le jour où on aura peut-être réussi vis-à-vis de la conception universelle, c'est effectivement de faire ancrer ce principe-là dans les attentes générales et parmi, évidemment, les innovations industrielles. Et il faut évidemment espérer qu'on puisse y arriver. Et pour pouvoir y arriver, pourquoi pas, effectivement, à ce qu'un jour, c'est peut-être l'objectif, un vœu, à ce que l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui octroie les brevets, pourquoi pas, puisse aussi avoir son mot à dire dans l'homologation des méthodes qu'ont utilisées les entreprises, notamment les services, les directions recherche et développement, dans l'utilisation de cette méthode de la conception universelle. Il faut en formuler le vœu pour que je pense qu'on est à l'aube du nouvel ère. Et donc, il nous reste des choses à concrétiser. Et c'est pour ça qu'il est très important, il nous appartient à tout à chacun de diffuser les vertus de ce principe-là, puisqu'a priori, il est mieux compris que celui de l'accessibilité. Mais là encore, c'est un débat. C'est un débat qui reste ouvert. Peut-être qu'on peut poser la question à Valérie Fletcher, qui est à propos de accessibilité, conception universelle et des opportunités que l'on peut avoir à développer peut-être ce concept. I have tremendous optimism about what is going on in France. J'ai un optimisme du tonnerre pour ce qui se passe en France. Je suis très optimiste par rapport à ce qui se passe en France. The French are distinguished by intensity. Les Français se distinguent par leur intensité. One can be optimistic about things that make one's blood run faster. On peut même être optimiste à propos de choses qui vous accélèrent la circulation du sang. It seems to me the evidence is there that issues of inclusive design make your blood run faster. Il me semble pouvoir remarquer qu'ici, les questions de conception universelle font circuler votre sang plus vite. And I don't think that just tell me what I have to do is ever going to work here. Et je pense que l'attitude « dites-moi ce que je dois faire » ne fonctionnera jamais. So I think things look good. Il y a de l'espoir. Francesc, peut-être un mot en complément sur ce sujet? Oui, effectivement, les choses bougent. Quand j'ai trouvé le salon, j'étais un peu étonné parce que l'esprit et les produits exposés sont clairement différents. Il s'agit de la première exposition que je vois, qu'il s'agit d'accès, pas des handicaps. Ouais. Donc, ça, c'est une première différence. L'autre chose, effectivement, est que je crois que Jean-Pierre Axémétrie l'a compté ce matin. Dans le RTP, vous le nommez RTP, non? Ouais. Il y aura des millions d'opérations d'amélioration de l'accessibilité sur les bâtiments existants.
Donc, si on compte encore les nouveaux bâtiments, les rues, le transport, etc., la puissance économique de l'amélioration de l'accessibilité sur France, c'est impressionnant. Mais vous avez également un challenge, que c'est que pour les compagnies que vous vous dédiquez à ça, que c'est donc surpasser la frontière francophone et aller à vendre à l'extérieur. Parce que avec les produits, les services que vous êtes en train de développer, vous êtes capable d'être très compétent au-delà de ça. La petite goutte que la Fondation peut mettre sur ça, c'est les prix internationaux que la Fondation organise chaque année. Je vous invite à y participer. Comme l'année dernière, Valérie Fletcher va nous accompagner comme jury de ce prix. Et la nouveauté sera que Madame Marie Proscoleta, cette année, va nous accompagner aussi comme jury. Donc, il y aura par première fois donc, une participation française dans les jurys. Et donc, ces prix, je crois, qui peut aider à internationaliser donc, les participants, mais aussi les banquiers dans cette compétition. Et j'ai clairement la confiance et l'espoir que les compagnies françaises qui travaillent sur le sujet de l'accessibilité et les compagnies françaises qui, au-delà de l'accessibilité dans les produits du usage quotidien, les compagnies vont commencer à introduire les éléments de conception universelle, vont vaincre et vont gagner en même temps du point de vue économique et du point de vue aussi de la durabilité sociale. Merci. Donc nous avons des intervenants peut-être extérieurs assez très enthousiastes peut-être par rapport à toute cette approche, à tout cet envoi. Nicolas, peut-être une réaction justement sur ce sujet? Ça serait une excellente nouvelle, mais ça c'est effectivement à Francesca et à Valérie, effectivement à nos deux intervenants, de nous dire en quoi on peut participer effectivement à l'international. Bon, on a déjà pour nous un défi en France qu'il faut relever et qui est celui de 2015. Ça pourrait être aussi intéressant parce que finalement sur les deux termes accessibilité et conception universelle, avoir un débat. Il est clair qu'il y a eu il y a eu des ateliers qui concernaient effectivement l'échéance de 2015. Il y en avait un ce matin qui concernait les commerces. Il me semble qu'on ne discute pas forcément de la même chose quand on parle de conception universelle, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir un rendu, et je dirais une qualité attendue de même nature en ce qui concerne le neuf que l'existant. Ça a bien entendu. Donc, n'y a-t-il pas vocation, mais là encore, c'est une question ouverte, c'est pas enrichir le débat, je dirais à distinguer ce qui relève de la conception universelle comme relevant plus du neuf, je dirais, par essence, ou du moins étant beaucoup plus facile à atteindre, évidemment, dans le neuf que dans l'existant, où on est plus, on va dire, dans une pratique d'aménagement raisonnable, quand on voit en plus la philosophie de la loi avec le régime des dérogations. Mais effectivement, peut-être qu'il faut distinguer l'enjeu du neuf de l'enjeu de l'existant et de du fameux délai de 2015. Question ouverte, Marie. Question ouverte. Question ouverte. Peut-être question que je vais poser à Valérie et que je vais permettre de relayer à Valérie, ces enjeux neufs existants. Comment vous les appréhendez peut-être aux États-Unis aussi? Comment vous appréhendez les enjeux sur les bâtiments? Est-ce que vous distinguez, vous aussi, les approches à faire sur les bâtiments neufs et les approches sur les bâtiments existants? In America, do you distinguish between the existing building stock and stock newly to be built? Yes, we do, significantly, and we have from the beginning. Oui, nous faisons de grandes distinctions et nous avons fait ça dès le départ. We have actually
been responsible for the tool that is used in America called the checklist for existing facilities. Donc nous avons créé une sorte d'audit, de toolkit d'audit, d'outils d'audit Boîte à pour outils. les bâtiments existants. Our belief is that no one has a property that has no obligations. Every property has some responsibility, but you have to prioritize what is critical to do. Nous croyons que chaque bâtiment et tout propriétaire a des responsabilités à prendre, mais à partir de là, il y a aussi des priorités à choisir. I just want to make one comment about accessibility versus universal design. And I'm very respectful of my colleague's perspective that there is tension there, but I think that we can put that aside. Donc j'aimerais faire encore une brève remarque à propos de l'opposition éventuelle d'accessibilité et de conception universelle. Je suis d'accord qu'on peut l'envisager en tant que tension, mais il y a aussi des moyens, je crois, de dépasser ces tensions. Accessibility is a floor, a critical base from which to build universal design. L'accessibilité, c'est en quelque sorte la base à partir de laquelle nous pouvons construire la conception universelle. For all of the years that we have had laws on accessibility, one would think we wouldn't need any more. Nous avons depuis de longues années, 73 d'ailleurs, des lois sur l'accessibilité. Donc on pourrait penser que nous n'en aurions plus besoin. It is still critically important, La loi est extrêmement importante et vitale, but it doesn't go far enough. mais elle ne va pas assez loin. Francesc, peut-être une réaction? Oui. Ces jours ici à Paris, je dors à l'hôtel Ibis, Opéra. Et c'est pas une invitation. Et les bâtiments, l'aspect qu'a les bâtiments, la façade, et qui est en train d'être un peu nettoyé, et d'être un bâtiment de 1850. Et heureusement, la chambre est moderne. Et tous les bâtiments sont accessibles. Avec ça, ce que je veux souligner, c'est qu'effectivement, les bâtiments du patrimoine ne peuvent pas être attaqués de manière que les patrimoines perdent la personnalité, etc., etc. Mais que je vous donnerai un cas de Barcelone. Nous, à Barcelone, nous avons prohibé je ne sais pas comment on dit en français, les corridas de toros, mais vous comprenez, non? Les courses de... Hein? Ouais. Et alors, nous avons, à l'extrême d'une avenue, nous avons des places, des stades pour faire ça, non? Une de ces monuments historiques de style mozarabe moderniste, très intéressant. Ouais, mozarabe, non? Mozarabique, oui. Moderniste, très intéressant. On a préservé la façade et aujourd'hui, c'est un shopping center. Donc, ouais. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on doit respecter les distances, mais qu'il n'y a pas de limite si le processus de conception et de design est bon. Merci de cette précision très importante. Nicolas, peut-être une dernière Oui, c'était réaction? juste une petite dernière réaction, mais c'est peut-être pour illustrer ce qu'on s'est dit pendant 2 jours. C'est qu'on avait commandité un sondage à l'IFOP au mois de septembre, donc qui a interrogé des Français, un panel de Français ordinaires, et les résultats quand même sont assez intéressants, parce que 28% des Français avaient déjà rencontrent déjà des problèmes d'accès à un bâtiment, à un transport. Donc 28%, c'est quand même pas rien.
40% estiment que c'est un enjeu qui concerne tout le monde et 91% estiment que c'est un enjeu majeur sur lequel il faut investir. C'est quand même pas rien comme donnée, quoi. Plus de 1011 personnes ont été interrogées, majeures. Sondage IFOP que vous pouvez retrouver sur le blog accessibilité-universelle.apf.so.fr. Merci pour cette brève... Pour cette explication, mais qui est importante, qui montre les réelles attentes de la société. Et le fait que vous soyez là si nombreux encore à 16h30 un vendredi me fait dire qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est pour ça que finalement on va peut-être aller directement vers la conclusion. Je me tourne vers Marie Proscoletta, la conclusion finale, l'envoi final. Et je me tourne vers Marie Proscoletta qui a été très silencieuse tout au long de cette table ronde, mais qui n'en pensait peut-être pas moins. Je vous laisse la parole. Je dirais d'abord merci Florent, merci Urbaccess. Un petit peu comme Nicolas l'a dit, c'est 2 jours de bonheur. Moi, pour copier d'autres qui l'ont dit avant moi, c'est 2 jours de bonheur, du bonheur intellectuel, parce que on a abordé pendant ces 2 journées, dans les conférences, tous les thèmes, toutes les thématiques, avec des approches et des prismes qu'on n'a pas obligatoirement jusqu'à présent réussi à réunir dans un lieu aussi concentré. Et puis il y avait toute cette dynamique derrière les salles de conférence. C'est, je pense, une vraie réussite, et je crois qu'il faudra qu'on applaudisse le maître d'œuvre avant que je ne... Jean-Marc Maillet-Contos. Voilà, Jean-Marc qui est là. Alors Jean-Marc, c'est la face visible de l'iceberg. Et puis juste à côté, il y a Albert Ray. Voilà, qui me fait un petit coucou. Et c'est vraiment ce tandem qui nous a permis de passer ces 2 jours d'échanges extraordinaires avec, grâce à Florent et son carnet d'adresses, la possibilité d'avoir à nouveau Valérie Fletcher with us, Francesca Ragal sans espagnol, mais avec corrida. C'était la traduction, je crois, tout à l'heure. En français, on dit corrida. Voilà, donc on arrive au bout de ces 2 jours, et Valérie Fletcher nous a dit il y a une vraie dynamique en France, et la dernière fois que je l'ai entendue, elle disait une French touch. Alors ça nous a fait plaisir, parce que quelque part, et avec l'aide de Nicolas, on se stigmatise beaucoup sur ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire, et souvent on suit Nicolas, parce que c'est vrai, on n'est jamais au top. On n'y arrive pas, et il nous rappelle, à travers son sondage, ce que l'INSEE nous avait déjà dit il y a 10 ans, on n'est pas au top. Mais néanmoins, on sait que ça bouge, on sait que notre société avance, et on sait que ce concept de conception universelle prend sa place. Moi, je vous rappellerai que le 11 février 2010, on a installé un observatoire de la conception universelle. Dans la même dynamique, 8 jours après, la France ratifiait la Convention de l'ONU qui installe cette nouvelle approche de conception universelle. Le 9 décembre, Nicolas l'a dit, nous avons préparé ensemble, et nous étions tous le 9 décembre, ensemble, dans d'autres locaux, pour travailler autour de « mais qu'est-ce que c'est que la conception universelle ? Comment on peut poser les premières prémices en France, poser les bases, pour qu'ensuite on ait une référence, et les actes sortent, je pense, sous 15 jours. Donc ceux-ci seront largement accessibles sur un site dont je ne vous donnerai le nom qu'à la sortie, pour ne pas faire comme Nicolas de la publicité. Mais conception universelle, c'est un plus, et il faut le prendre comme un plus, mais il faut aussi se souvenir du contexte dans lequel là où nous en sommes aujourd'hui. Et là où nous en sommes aujourd'hui, il est important grâce au travail que tous ont fait jusqu'à présent. Avec la loi de 2005, on s'est fixé un objectif. Un des 2 piliers était l'accessibilité. Le terme accessibilité, je ne suis pas sûre qu'en 2005, il était aussi simple à comprendre que ce
qu'aujourd'hui, pour l'essentiel des gens qui sont dans la salle, on arrive à savoir ce qu'il y a derrière. Cette accessibilité, elle nous prône dans tous les domaines de la vie sociale, pour les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite, et bien entendre ce terme complémentaire, la possibilité d'une vie dans une société inclusive. L'avantage qu'on a trouvé dans ce nouveau texte, suite à tous les travaux qui ont été faits préalablement, ça a été l'évolution de ce qu'était le handicap. Avec la loi de 2005, on bascule, on ne fait plus porter à la personne sur ses frêles épaules le fait qu'elle est différente des autres, on met enfin en face, d'un côté, ce que la société peut apporter comme réponse, mais aussi ce qu'elle crée comme difficulté, et à ce moment-là, dans la dimension réelle de la personne. Et à partir du moment où on a posé cette définition, qui est une définition qui tient compte de l'environnement, eh bien, on a la responsabilité collective qui arrive et on a la possibilité, de par la loi, parce que la loi est indispensable, je crois que cela a été dit, et qu'il faut absolument le rappeler, sans une règle collective, il ne peut pas y avoir d'évolution. La loi ne fait pas tout, mais s'il n'y a pas de loi, rien ne peut vraiment avancer. Alors, l'accessibilité, le terme est arrivé, on commence maintenant à le comprendre, mais on a peut-être un souci. Un premier souci, je vais pour ma part vous en donner 3. Le premier souci, c'est celui du fait que, néanmoins, comme elle est dans cette loi de 2005, elle nous enferme l'accessibilité au niveau du handicap. Et l'enfermer au niveau du handicap, cela tient au fait que nos mentalités n'ont pas assez évolué. Tout le monde n'est pas un homme magnifique d'1,80 m, tout le monde n'est pas un mannequin anorexique d'1,75 m. Et tous ceux qui sont différents par rapport à cela peuvent se lever. Je pense qu'il ne va pas rester grand monde assis dans la salle. Et c'est là où cette différence de regard, lorsqu'on aura réussi à la gagner, on aura naturellement une réponse aux besoins de tout un chacun, c'est-à-dire de tous les gens qui viennent de se rasseoir parce qu'ils étaient debout il y a 2 secondes. Donc il nous faut continuer à faire évoluer le regard pour que naturellement les réponses se construisent accessibles pour tous. Alors, on a cette difficulté d'une étiquette handicap, et puis on a encore une autre difficulté, et celle-ci, Valérie Fletcher, lorsqu'elle en parle, elle dit qu'on a le pays de l'esthétisme à travers les constructions que nous avons faites dans le passé, mais notre passé est parfois lourd. Il est lourd parce que nous n'avions pas la capacité de construire comme nous construisons aujourd'hui avec l'accessibilité totalement intégrée, et que cet environnement, eh bien, nous l'avons, et nous l'avons pour longtemps, et que donc nous avons certes ce bâti qui est là, mais nous avons aussi les habitudes du bâti. Je crois qu'on en a beaucoup parlé, et Martine Conin, qui est là juste en face de moi, disait tout à l'heure 3 cm, 2 cm. Mais enfin, ma brave dame, c'est la même chose. Eh bien non, c'est pas la même chose. Il y a des évolutions à faire aussi au niveau du professionnel, et il me semble que là, on a vraiment une deuxième difficulté à surmonter. Donc, un poids d'histoire, des habitudes. Il faut donc que tout cela bascule pour que l'accessibilité s'impose d'elle-même dans toutes nos constructions. Là, on a quand même fait des avancées, mais aussi l'adaptation et la réadaptation. Alors, j'avais écrit à ces semelles de plomb qui sont lourdes, il faut ajouter le coût des transformations, des adaptations. Pour le neuf, je vais presque rejoindre Nicolas, c'est historique. À quelques pourcentages, lorsqu'on produit bien un projet, lorsqu'on le construit bien, on a les réponses qui vont bien. La grosse difficulté, c'est l'adaptation de l'ancien. Alors Nicolas faisait une avancée tout à l'heure en disant, bon, est-ce qu'il ne faut pas dire conception universelle dans un sens, accessibilité dans l'autre ? Je ne suis pas sûre qu'il faille déconnecter, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il nous faut faire, c'est aller vers la qualité d'usage, parce que c'est vraiment notre besoin aujourd'hui. Alors, en cette période de grandes difficultés financières, de raréfaction des finances publiques, le manque de soutien au secteur privé ne facilite pas la prise en compte de l'accessibilité. Et la mise en œuvre d'accessibilité dans l'ancien est assez onéreuse. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se voile la face, il faut en avoir
conscience. On a donc 3 freins qui sont essentiels, me semble-t-il. Tout d'abord, cette étiquette handicap aujourd'hui qu'il va falloir poursuivre, dépasser. Jean-François Chaussy a écrit sur la question, beaucoup écrivent sur la question. Peut-être qu'à force d'écrits, on arrivera à ce que le regard s'ouvre. Et puis, excusez-moi, et puis on a cette difficulté de notre stock du bâti et de nos pratiques professionnelles qui ne sont pas encore totalement adaptées, et puis surtout ce coût de l'amélioration. Et néanmoins, je souligne avec Francesque et Valérie que nous avons une société qui évolue, qui bouge. Et je rappelle, comme je l'ai dit quand on a ouvert tout à l'heure la conférence 2015, qu'est-ce que c'est que cette date, qu'aujourd'hui tous nos ministres disent c'est une date qui est intangible. On ne peut pas changer maintenant la règle du jeu, ça serait dommage. Et puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est que les évolutions se font à un rythme soutenable et il faut que l'on continue dans cette dynamique. Alors, nous le disions lors de l'ouverture du salon, pour que cette conception universelle au profit de l'accessibilité puisse vraiment être là, il nous faut ce qu'on appellerait la massification de la demande, de façon à ce qu'il y ait des coûts qui puissent être réellement abordables et qu'on sorte des niches. Eh bien, aujourd'hui, on a quelque part l'avantage d'avoir une société vieillissante. Elle va nous obliger, pour que chacun puisse trouver sa place dans la société, à ce qu'on aille vers des réponses qui soient réellement adaptées à tous. Alors, on pourrait regarder du côté du Japon qui, lui, a quelque part des longueurs d'avance en matière de conception universelle. Et c'est certainement aussi parce qu'il a ce poids de personnes âgées qu'il a réussi à faire ces avancées. Il ne faut pas considérer que notre démographie est uniquement un handicap. Et puis, autre point essentiel, il y a la demande de confort. La demande de confort par les 60 autres % fait qu'on a un appui plus important sur la demande de prestations de services. Alors, je prendrai un exemple simple. Dans le métro, juste pour faire grogner un petit peu et réveiller ceux qui s'endormiraient parce que je suis trop longue. La ligne 14, elle a été conçue à un moment où l'ascenseur, il n'était pas vraiment prévu pour tous. Elle était un peu cachée, d'ailleurs, peut-être même, ou peut-être pas assez, pour les personnes qui avaient vraiment des grandes difficultés. Et puis, tout le monde a découvert les métros, ces fameux ascenseurs, et du coup, tout le monde les a utilisés. Et puis, maintenant, ils sont un peu fatigués parce qu'ils n'avaient pas été conçus au départ pour. Et on voit bien que cette demande sur l'ascenseur, c'est une demande de confort. Moi, ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui, c'est les trottoirs traversants. Alors, j'en parle pas trop à mes amis qui sont automobilistes parce qu'eux, ils n'aiment pas du tout. Mais le trottoir traversant, je le vois se multiplier dans toutes les villes moyennes. Et le trottoir traversant, eh bien, c'est le bonheur des poussettes et des parents. Je n'ai pas dit des poussettes et des mamans, des poussettes et des parents. Voilà. Donc, intégrer toutes ces demandes dès la phase de projet et on va vers cette société accessible dont on a besoin. Alors, si cette nouvelle approche de conception universelle nous permet de booster notre objectif pour cette société accessible, si notre société continue à évoluer pour accepter les différences, si elle imprègne les processus de production, si elle trouve un écho dans le secteur des services, si elle n'est pas à son tour atteinte par une connotation handicap parce qu'elle est néanmoins portée par la Convention de l'ONU, alors n'hésitons pas, jetons-nous dans l'arène et soyons tous chacun les promoteurs de sa diffusion. Car les principes de base qui sous-tendent la conception universelle sont ceux qui mettent l'homme au cœur de nos ambitions et au cœur de nos actions. Merci beaucoup. À mon tour, je voulais remercier donc tous les gens qui ont contribué à ce premier salon d'Urban Access. À la fois tous les exposants, tous les partenaires, bien évidemment le ministère du Développement durable, l'Europe, qui ont aussi bien contribué à la réussite de cette première édition. Et aussi pour rappeler que pour nous, l'accessibilité, c'est vrai que c'est un véritable marché, ça on ne veut pas se cacher.
C'est une source d'opportunité pour des créateurs, pour des designers, comme pour des industriels, mais aussi dans une manière de voir la vie quotidienne différemment. Ça améliore aussi le dialogue social. Et je voudrais dire que pour nous, l'accessibilité aujourd'hui en France, telle qu'elle est considérée par la loi de 2005, je pense, à titre personnel, que c'est le seul véritable projet de société que nous ayons actuellement en France, qui est à la fois transversal, qui est à la fois économique et qui va uniquement dans le bon sens et donc uniquement dans le mieux-être pour l'ensemble des citoyens. Donc uniquement pour ça, je pense que l'accessibilité mérite d'être défendue et mérite d'être promue au quotidien et pour les années futures, bien évidemment, parce que tout ne s'arrête pas à 2015. 2015, c'est une étape et ça va continuer de très nombreuses années après 2015. Encore merci à tous pour votre venue. Merci Madame Marie Proscoletta pour ces différentes interventions très pertinentes. Et je vous remercie aussi bien évidemment Florent Orsoni, qui a été le maître d'œuvre de l'ensemble des conférences, qui a organisé, on va dire, les plannings, qui a sollicité les intervenants, qui a jonglé avec les annulations, qui a retrouvé des nouveaux intervenants. Enfin, je peux vous garantir que ça n'était pas une partie de plaisir. Mais bon, le résultat est à la clé. Donc bravo à Florent. Mérite bien vos applaudissements, croyez-moi. Et merci encore à Valérie Fletcher d'avoir fait le déplacement depuis Boston pour venir nous faire part de ses connaissances très pertinentes sur la question. Très bien, voilà. Bah, écoutez, et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine, bien évidemment, car ce n'est que le début.